Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Et je crois que là, je vais devoir parler d'un autre, d'un sujet qui est assez intéressant. Et cela vient du fait que j'ai parlé d'un bouquin qui était très intéressant, qui m'a fait découvrir une partie de l'histoire des États-Unis que je ne connaissais pas. Alors, c'était à travers le bouquin de Julie Otsuka, Quand l'empereur était Dieu. Alors moi, j'ai lu la version anglaise, When the Emperor Was Divine. Alors, Julie Otsuka, comme je vous ai expliqué, justement, elle est japonaise-américaine. Sauf que, pourquoi je n'ai pas parlé longtemps, c'est parce que dans ma vidéo précédente, c'est parce qu'en fait, ce n'était pas le sujet de ma vidéo, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je partage un peu plus en long ce sujet sur ce livre de Julie Otsuka, parce que c'est une histoire vraie, et non, c'est un fait vrai, et c'est une partie de l'histoire qui est réelle, qui a été enfouie, et même qu'elle a reçu un prix littéraire, un prix de femme, je crois, littéraire, et écrivain, pardon, et parce que c'est quelque chose qui a vraiment, qui a été révélé, qui est vrai, et que les gens oublient souvent. Alors, quand l'empereur était un dieu, c'est l'histoire, donc, comme je vous disais, d'une famille japonaise-américaine qui vivait donc en Californie, je crois, et qui a été donc forcée d'aller vivre dans un camp de concentration. Alors, donc, quand j'expliquais ceci, je expliquais que les Japonais, au départ, avaient déjà immigré depuis très longtemps aux États-Unis d'Amérique pour venir, pour venir en fait aider pour la construction du pays, pour l'économie du pays, etc. Comme les autres communautés, comme les Chinois, les Philippins, qui étaient là depuis très très longtemps. Et justement, le Japon et les États-Unis, en fait, avaient déjà un petit problème de rivalité en ce qui concerne annexer les territoires dans le Pacifique. Le Japon avait je crois, la même ambition que les États-Unis. Alors, ce qui va donc pousser les Américains donc à aller en guerre, je crois, il y avait déjà un problème entre le Japon et l'Amérique et les États-Unis. Donc, je ne crois pas que les États-Unis sont allés en guerre, dans la Seconde Guerre mondiale par hasard, puisque dans la Première Guerre mondiale, ils n'étaient pas allés en Première Guerre mondiale, parce qu'à l'époque, justement, ils pratiquaient ce qu'on appelle la politique de isolationnisme, quelque chose de ce genre. Alors, parfois on dit que parce que l'Amérique voulait aider la France, etc., mais ce n'était pas que ça. Il y avait aussi les intérêts économiques, les intérêts des terres qu'ils voulaient annexer, etc. Et le Japon était leur principal, je crois, un principal ennemi, adversaire en fait. Alors, donc, Pearl Harbor. Pearl Harbor, quand on apprend ça en histoire, c'est ce bombardement d'une base navale, aéronavale, dans le Pacifique, n'est-ce pas? Pearl Harbor, bombe attaquée par des avions de chasse japonais à l'époque. Et des bateaux aussi de guerre, des bateaux vraiment très performants américains, militaires américains. Alors ça était quelque part un peu la goutte d'eau qui avait débordé le vase, n'est-ce pas? Et c'est ce qui va aussi pousser justement les Américains, si je ne me trompe pas, à vraiment aller en guerre avec les autres. Donc de l'autre côté, nous avions donc les Japonais qui avaient donc rejoint le côté de l'Allemagne nazie avec l'Italie de Mussolini. Et de l'autre côté, donc justement, il y a les Américains qui ont rejoint la Bretagne, la France, etc. Alors moi, j'ai eu l'occasion de parler avec un vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale, puisque il n'y avait pas la Première Guerre mondiale pour les États-Unis, donc ils sont allés en Seconde Guerre mondiale. Et il me faisait comprendre que justement dans le Pacifique, il n'y avait pas vraiment de troubles en tant que tel. C'était plutôt très calme dans le Pacifique. Lui, il était dans le Pacifique et son grand frère à lui était sur le battlefield. Quand je dis battlefield, c'est en anglais, c'est-à-dire dans les champs de bataille, voilà. Les champs de bataille qui étaient plus ou moins saignants et très, très graves parce que justement, son frère à lui était en Europe, il combattait en Europe, il avait aussi combattu en Afrique du Nord, voilà. Donc, pour eux, c'était donc une attaque surprise. C'était une attaque vraiment surprise. Et ça, c'était une véritable colère chez les Américains. Et vous connaissez les Américains, c'est du genre, quand vous les frustrez, quand vous leur faites du mal, ils vont vous apprendre, ils vont vous donner une très bonne leçon. Et je pense que la leçon qu'ils ont donnée aux Japonais, c'était donc
bombardé Hiroshima et Nagasaki, qui juste à présent ont encore des effets négatifs de ce bombardement, des effets, je crois, radioactifs, un truc de ce genre. Alors, ce qu'on ne nous dit pas dans les livres d'histoire, c'est que dans la même période, les Japonais américains, qui vivaient depuis très longtemps en Amérique, qui étaient même déjà américains complètement, qui connaissaient même plus rien du Japon, avaient été forcés de repartir au Japon. On les avait emmenés de force, on les avait ramenés de force au Japon, tandis que certains étaient restés aux États-Unis, mais dans des camps de concentration, voilà, dans les déserts comme l'Utah. Et justement, dans le livre, ça se passe dans l'Utah. La scène le livre où la maman raconte, où la fille raconte, où le frère raconte, ça se passe dans l'Utah. Sauf que le père de la famille en question, avait été donc enlevé et pris par les services secrets et pour être interrogé et le faire quasiment accepter qu'il était un espion. Parce qu'à cette période-là, justement, quand le décret avait été donc signé par, je crois, Franklin Roosevelt, président à l'époque en 1942, ce décret avait clairement stipulé qu'il fallait faire prendre tous les Japonais, même ceux qui avaient très peu de sang, qui avaient vraiment juste un peu de sang japonais, devaient être transférés dans les camps de concentration, n'est-ce pas? Alors, dans les camps de concentration, c'est là où les Japonais donc vivaient. Alors moi, je sais que j'ai très longtemps, j'avais vu un film de l'époque, je ne sais plus trop combien, de quelle année, je ne sais plus, il y a vraiment un vieux film à l'époque, des films noirs et blancs, où j'avais vu justement l'amour d'une Japonaise et d'un soldat américain. Et la femme était derrière des barbelés. Et je ne comprenais pas parce que c'était un film en anglais. Donc c'est plus tard que j'ai mis les pièces de puzzle et j'ai compris en fait que l'histoire se passait en Amérique. Mais comme je ne savais pas que les Américains pratiquaient avaient fait ce genre de choses, donc du coup, j'étais quelque part un peu choquée. Alors, bref, j'ai compris plus tard qu'en fait, en lisant le livre de Julie Otsuka, j'ai donc compris en fait ce que c'était. C'était donc les Japonais qui étaient donc enfermés dans des camps de concentration. Donc, ils perdaient tout. Ils avaient été soudainement victimes de racisme. Les gens ne voulaient plus les voir. Ils étaient donc rejetés, etc. Bon, aujourd'hui, donc plus tard, donc en 1945, si je ne me trompe pas justement, le décret avait été annulé. Et ce n'est qu'en 1988 que le président Ronald Reagan va demander pardon et va donc les indemniser. Je crois de 20 000 dollars par là, d'après ce que j'avais lu, et par famille, et quelque chose de ce genre. Donc, un bon nombre de Japonais américains avaient été donc indemnisés par les États-Unis, par le gouvernement américain. Mais moi-même, quand je suis allée justement à Los Angeles, j'ai donc vu que la communauté japonaise était très bien installée. Et je l'ai même dit que à un moment donné, j'étais même tellement confuse parce que j'avais vu tellement de Japonais que je pensais que c'était des Japonais qui venaient du Japon. Et ma soeur me rappelait que non, c'était des Japonais américains. Donc, ils sont là depuis très longtemps. Et si vous vous souvenez, je vous disais qu'il y avait le petit Little Tokyo dans le downtown de Los Angeles. Et aussi, donc, il y a Little Japan à San Francisco et des trucs comme ça. Donc, juste pour vous montrer que la communauté japonaise est très bien installée aux États-Unis d'Amérique. Sauf que ils n'ont plus vraiment leur culture de base. Donc, parfois, ils font venir des personnes du Japon qui sont très traditionnelles pour leur apprendre encore la culture japonaise. Sauf que l'autre chose aussi, c'est que la communauté japonaise, leur stabilité économique, leur force économique devient un peu menacée par la présence des Sud-Coréens qui se sont vraiment installés complètement à Los Angeles, par exemple. Ils sont très nombreux dans la zone de la Californie et aussi à Hawaï, japonais. Alors, ce qui m'a un peu trotté dans ma question qui me trottait dans la tête, c'est que c'est très bien que le gouvernement ait indemnisé les Japonais américains, mais est-ce qu'ils ont indemnisé les natifs américains, les Amérindiens? C'est une question que je me suis souvent posée, mais s'ils l'ont fait, pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais pu indemniser? Est-ce qu'ils ont indemnisé les natifs américains? Non, parce que moi, je n'ai pas des natifs américains. Ils m'ont fait comprendre que même pour prendre leurs droits, pour prendre ce qui leur revient de droit, ils doivent prouver qu'ils sont natifs américains. Or que beaucoup de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents trouvaient qu'il était honteux pour eux d'aller prendre des papiers quand ils savaient que venant d'une culture qui ne connaît pas les dates et consorts, ils avaient leurs dates à eux, sont bien imposés dans un système qu'ils ne connaissaient pas, donc refuser d'aller parfois s'inscrire dans des
dans les trucs de gouvernement, etc. Donc, beaucoup de natifs américains n'ont rien. Et je me posais aussi la question de savoir le cas des Noirs américains qui sont venus en esclavage. Est-ce qu'ils avaient été indemnisés? Est-ce qu'ils ont été indemnisés? Parce que même déjà, même aujourd'hui, même être noir américain aux États-Unis, c'est toute une histoire. Quand on a des stars comme Kelly Rowland qui disait que quand elle a su qu'elle avait un garçon dans le ventre, quand elle était enceinte, elle a pris peur parce qu'elle se disait que voilà, j'aurais un homme. Et en général, un homme noir américain aux États-Unis est déjà pour la police une menace, un truc de ce genre, pour des raisons qui ne sont même pas explicables. Donc voilà, en fait, ce que je voulais simplement dire, c'est que c'était un livre très intéressant. Et j'ai aimé parce que ça m'a poussé à aller lire un peu plus sur cette histoire qui n'est pas dite dans les livres d'histoire. Et malheureusement, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les natifs américains ne sont pas, donc les Amérindiens, ne sont pas indemnisés, ainsi que nos frères noirs américains.